Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour reprendre un peu les cycles relations homme-femme et pour vous parler d'évolution des hommes et de leur comportement. Alors, je voulais parler dans cette vidéo de la sexualité si particulière des humains. Les humains qui sont des primates, et chez tous les primates, on est quasiment les seuls à avoir une sexualité constante, c'est-à-dire que l'on fait l'amour et qu'on essaye de se séduire entre hommes et femmes, plutôt les femmes séduisent les hommes et les hommes essayent d'aller à la conquête des femmes en permanence. Et il y a une sexualité, alors qui n'est pas forcément une sexualité pour la reproduction, mais il y a une sexualité constante chez les hommes que l'on n'a pas chez les autres primates. Alors, on les a un peu chez les bonobos, qui sont une espèce de chimpanzés, mais pour d'autres raisons que les hommes, ils ont une sexualité un peu permanente, mais ils maintiennent chez eux une période d'oestrus chez les femelles, période d'oestrus qui est une indication par le comportement et par des caractères extérieurs des femelles, qui est une indication de leur période de fertilité, de leur moment d'ovulation, ce qui optimise les chances de transmettre ces gènes pour les femelles et aussi pour les mâles, puisque ils ne vont pas perdre d'énergie à aller courtiser des femelles qui ne sont pas en période d'ovulation, et les femelles ne vont pas avoir une attitude poussant les hommes ou poussant les mâles à se reproduire quand elles ne sont pas en période d'ovulation. Alors les bonobos ont ça, mais ils ont aussi une sexualité plutôt constante, qui est une sexualité qui est faite pour en général calmer les conflits individuels, les conflits dans le groupe, les conflits entre individus dans le groupe, et éviter que le groupe se dissocie par ces conflits. Donc c'est une sexualité un peu d'apaisement qui n'a rien à voir avec la sexualité humaine qui est permanente et qui n'a pas ces périodes d'oestrus chez nos femmes, c'est-à-dire que nos femmes n'ont pas les fesses qui gonflent, les callosités fessières qui gonflent, elles n'en ont plus d'ailleurs, et elles n'ont pas la vulve qui grossit et qui rougeoie pour attirer les hommes. Alors, il y a quelques signes, juste parfois visibles pour les gens qui savent y faire attention aux périodes d'ovulation, période de fécondité. Les femmes peuvent avoir les lèvres un peu plus gonflées, elles ont quand même des moments où elles sont plus réceptives, ça se joue aussi par exemple sur c'est hormonal, sur l'élasticité musculaire, ligamentaire. On sait très bien que les femmes, à un certain moment de leur cycle, quand elles sont en période d'ovulation, ont plus d'hyperlaxité ligamentaire et par exemple en sport risquent plus de se blesser, comme si la nature était faite pour qu'elles accueillent en fin de compte l'homme, et qu'elles s'ouvrent quelque part pour accueillir l'homme. Et tout ça, ce sont des effets hormones, des hormones produites lors de ces moments pour pouvoir libérer l'ovule et le faire descendre dans la matrice pour qu'il soit fécondé. Voilà. Mais en général, les femmes n'ont pas, les femmes, en général, c'est toujours n'ont pas de période d'oestrus marquée. Nos femmes n'ont pas de période d'oestrus marquée. On est la seule espèce à ne pas avoir ça de primate. Et la question était posée par Jarod Diamond, alors c'est pas dans ce livre-là, je crois que c'est dans le 3e chimpanzé. Effondrement, je l'ai pas lu. J'ai lu le 3e chimpanzé et pas totalement. C'est intéressant, mais c'est un peu long. C'est un peu long, j'ai du mal à lire moi des fois. Et il se posait la question du pourquoi de l'absence de ces périodes d'oestrus chez les femmes, donc les femelles humaines, alors que chez les autres primates, elles y sont. C'est même avantageux, ça permet d'économiser de l'énergie et de se reproduire au bon moment, de ne pas être courtisé une femelle qui n'est pas en période de fécondité. Ça serait de la perte d'énergie. Pourquoi l'homme a-t-il cette sexualité si étrange, on peut la voir, les hommes et les femmes se courtisant, les hommes courtisant les femmes, et les femmes étant plus ou moins réceptifs en permanence aux hommes. Chez les humains. Alors pourquoi il y a ça? Alors j'ai réussi
j'ai répondu à cette interrogation de Jarod Diamond brillamment. Alors normalement je mériterais une publication scientifique, mais je l'ai fait ici, c'est pas grave, de toute façon je m'appuie toujours sur un raisonnement logique, de pure rationalité, puisque je m'appuie toujours sur les règles physiques, biologiques et mécaniques qui permettent de comprendre le monde. Si vous sortez de ces règles-là, dans votre raisonnement, vous allez nulle part. Donc il y a toujours ces règles-là à prendre en compte, et derrière ça, il y a tout le temps des règles énergétiques, c'est-à-dire des règles d'économie d'énergie. On ne peut pas dépenser plus que l'on va récupérer, et on ne peut pas dépenser trop d'énergie si le résultat n'en rapporte pas assez ou ne vous permet pas de vous reproduire. Donc c'est toujours des calculs d'épicier, et il est très facile de parvenir à des analyses concrètes et quasiment sûres quand vous appliquez ma grille de lecture du monde et de la vie, du monde organique avec cet angle énergétique. Alors pourquoi les femmes humaines n'ont pas ces périodes d'oestrus, et pourquoi avons-nous une sexualité constante? Vous n'avez qu'à voir les sites porno, les boîtes à partouze et les agressions permanentes dans la rue de femmes qui ne sont pas forcément en période d'ovulation, pour que vous compreniez quand même que l'homme est très 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 particulier et se différencie des autres primates aussi par cela. Alors il y a une raison très simple pour comprendre cette histoire de perte d'oestrus et de comportement humain si étrange, c'est le fait de connaître notre histoire. Alors, les autres primates, nous sommes différenciés de la branche des chimpanzés il y a à peu près 6 millions d'années. Il y a eu une bifurcation, donc on avait un ancêtre commun, on n'est pas des chimpanzés, mais on avait un ancêtre commun qui devait ressembler un peu à un chimpanzé d'ailleurs, et qui a commencé une bipédie, on va dire, en forêt. Il se redressait, la bipédie, comme je vous l'ai expliqué, est culturelle, vous l'avez dans l'éveil des consciences, et en fonction des changements climatiques en Afrique, notre espèce qui a bifurqué, c'est dit chimpanzé, c'est elle retrouvée en savane. Donc elle s'est retrouvée en petit singe plus ou moins bipède en savane, un singe à tendance frugivore et un peu carnivore, d'ailleurs comme les chimpanzés le sont. Nous n'étions pas très éloignés, mais nous avions adopté une posture plus ou moins bipède, on va dire bipède, mais débutante, mais qui a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, et vous allez le comprendre. Inconvénients essentiellement pour les femelles et moins pour les mâles. Donc en se retrouvant pour des raisons de variation climatique, la Terre tourne autour du Soleil, elle a des variations dans son oscillation, c'est des cycles de Milankovitch, je crois, vous allez étudier, allez regarder ça, c'est très intéressant, ce qui fait qu'il y a en permanence, sur des échelles de temps importantes, des variations d'inclinaison de la Terre, et il y a des régressions de la forêt, des augmentations de la forêt, donc des augmentations du désert, régression du désert, et augmentation de la zone de savane, et des petits singes, nos ancêtres se sont retrouvés à un certain moment dans un milieu qui était un milieu de savane arborée, c'est-à-dire beaucoup moins d'arbres, et une grande savane avec beaucoup de graminées, les savanes c'est de l'herbe haute, alors c'est pas digérable par nos ancêtres, puisque c'est de la cellulose avec des herbes, elles se protègent pour pas trop se faire bouffer par les ruminants, par ces grosses bêtes à quatre pattes avec ces gros ventres qui courent vite, mais qui ont des usines à fermentation dans le ventre qui cassent la cellulose grâce à des usines bactériennes pour en tirer les sources énergétiques, c'est-à-dire les sucres et les protéines. Donc elles pètent ça par cette usine à fermentation bactérienne, et nos ancêtres n'avaient pas ce système digestif extrêmement efficace, donc ils étaient obligés de compenser en mangeant des tubercules, en allant chercher les quelques fruits dans les arbres, et surtout en accompagnant ça, en augmentant leur ration de nourriture carnée. Alors c'est pas le muscle en lui-même qui est le plus efficace, c'est en général le gras, les acides gras
essentiels contenus dans la moelle et contenus dans la cervelle. Donc c'était des charognards opportunistes. Donc ce qui s'est passé, c'est que ces petits groupes de singes, qui étaient 10, 15, après au-dessus c'est pas rentable parce qu'ils sont trop nombreux, mais 15, 20 singes, peut-être un peu plus, ce sont des groupes où les mâles peuvent partir en groupe, aller chercher de la nourriture. Et malheureusement, les femelles, la nourriture, on va pas chercher des feuilles ni des fruits, c'est pas évident à trouver, on va chercher de la viande, on la bouffe sur place quand on est un mâle, de la viande qui est pas nous qui c'est pas nos ancêtres qui la chassent, ils sont pas adaptés, mais ils peuvent y aller. Alors, ce qui se passe, c'est que les mâles bipèdes peuvent partir avec leur marche balbutiante, ils marchent bien mais ils ne peuvent pas courir, ils n'ont pas encore les os iliaques, c'est cela, ici, déportés vers l'arrière pour pouvoir avoir un gros fessier, ils ont juste une bipédie qui a déformé leur colonne vertébrale, ils marchent à peu près correctement, mais ils continuent à grimper dans les arbres pour se protéger des fauves, parce qu'il y a énormément de fauves dans ces milieux-là, des lions, des hyènes, des cheetahs, des guépards, c'est vraiment extrêmement dangereux. Il y a beaucoup plus de fauves que maintenant dans les parcs animaliers où il y a où on fait des safaris photos avec les touristes. C'est beaucoup plus dangereux à cette époque. Donc on a des groupes de petits singes bipèdes, nos ancêtres, qui se sont adaptés à ce milieu-là. Donc les mâles allaient observer au loin. Alors il y a des modifications même dans la vue. On a eu une vue qui s'est adaptée justement pour balayer l'horizon et observer au loin. Donc on a une fauvéa extrêmement précise, moins sur les côtés, mais on observe mieux les mouvements. C'est-à-dire qu'on voit les mouvements, mais on ne voit pas en précision sur le côté. On observe. On a un système nerveux relié à l'œil qui est fait pour traiter une image très particulière avec un point central extrêmement précis pour observer au loin, scruter, un regard scrutateur, et observer au loin s'il n'y a pas un vol de vautours, de charognards, pour aller au soleil. Quand les fauves ne peuvent pas supporter ça, on avait perdu nos poils progressivement, on s'est habitué, on a commencé à suer, à transpirer, évacuer la chaleur par les poils. Les autres animaux, c'est essentiellement par la bouche. Donc on a développé tout un système de thermorégulation extrêmement impressionnant à cette époque-là, extrêmement efficace pour se déplacer en plein jour au soleil, où c'est moins dangereux, puisqu'on grille peut-être, mais nous on peut évacuer, mais on peut aller en plein midi, sur ces climats très chauds, quand les fauves sont plutôt assoupis sous les arbres. Donc on allait voir s'il y avait des charognes, donc fraîchement tués, les mâles, avec ses mains libérées avec des bâtons et des cailloux dans les mains. C'était très primitif, on ne peut pas ajuster les tirs puisqu'on grimpe encore aux arbres, donc on a encore les mains fléchies, mais on peut taper très fort verticalement et on peut lancer sans précision, mais avec puissance, de haut en bas, ce qui rend, quand il y a une quinzaine de petits mâles qui arrivent, ce qui les rend assez dangereux pour les fauves, puisque les singes, c'est très fort. Vous savez qu'ils ont beaucoup plus de force musculaire qu'un homme, puisque ils ne sont pas faits pour avoir des muscles qui travaillent en modulation, c'est-à-dire avec tout un ensemble de connexions nerveuses sur des muscles. Ils ont beaucoup de fibres rouges très rapides, et ils ont tout un ensemble, parce qu'ils se déplacent encore dans les arbres, et ils ont tout un ensemble de connexions, ils ont pas beaucoup de connexions nerveuses à la différence de nous, et quand ils envoient l'influx, c'est tout un ensemble de fibres musculaires qui se contractent, donc ils ont des contractions très puissantes, et ils peuvent taper très fort et lancer très fort. C'est pour ça que les chimpanzés, ils vous arrachent la tête d'un coup de main. C'est comme s'ils avaient travaillé leur système psychomoteur, neuromoteur, psychomoteur, comme un athlète de haut niveau quasiment, mais sans travailler. Alors qu'un homme, lui, il a une connexion nerveuse dans les membres qui est beaucoup plus complexe, qui est faite pour le travail en modulation, c'est-à-dire créer des outils et lancer avec précision, mais peut-être avec moins de force. Après, il a travaillé, il a une évolution, l'homme, précisément pour devenir un lanceur, génétiquement programmé pour lancer avec toute une élasticité dans la partie supérieure du corps, mais partout aussi, dans le bas, dans les abdominaux, c'est pour lancer. Mais nous, nos ancêtres avaient ce problème. Donc les mâles partaient à la conquête du monde, à la conquête de la nourriture, de la calorie, donc en regardant loin les vols de vautours pour aller chercher de la charogne fraîche et faire fuir les prédateurs qui avaient tué des bestioles, en leur faisant peur, parce qu'ils n'ont pas, les mâles, nos mâles, nos ancêtres n'avaient pas la capacité de courir après les proies, donc ils ne pouvaient être que des charognards opportunistes. Donc ils arrivent, ils font fuir les prédateurs de taille moyenne, si c'est des hyènes, si c'est des guépards, si c'est des lions, c'est plutôt dangereux, si c'est une panthère seule, à la rigueur, ils peuvent y aller.
à la rigueur, hein, mais c'est quand même extrêmement dangereux, hein, puisque nos ancêtres étaient victimes aussi des panthères qui allaient les chasser dans les arbres et surtout au sol, hein, où ils étaient le plus vulnérables. Donc les mâles partent et ils bouffent sur place et ils font fuir les prédateurs, ils ramènent cette nourriture aux femelles qui, elles, ne peuvent pas partir accompagner les mâles, hein, pour des raisons morphologiques et pour des raisons du fait qu'elles portent des petits. Et dans la savane où il n'y a pas d'arbre pour se réfugier, partir avec une marche balbutiante et une course très mauvaise, en marchant, en accompagnant des mâles, des petits dans les bras, parce qu'elles ne peuvent plus les porter sur le dos comme les chimpanzés, c'est très difficile, elles deviennent des proies vulnérables, elles ne peuvent pas courir vite avec leurs petits, donc elles sont condamnées à rester près des arbres et à y monter en cas de danger. Alors en général, près des arbres qui se trouvent près des points d'eau ou pas très loin d'un point d'eau, hein, pour éviter justement de trop se déplacer loin de ces arbres qui sont des abris, des endroits où on peut se réfugier en cas d'arrivée de fauves pour ne pas mourir et terminer soit elles dans l'estomac d'un fauve, soit leurs petits qu'elles devront abandonner pour monter rapidement à l'arbre si elles n'arrivent pas à courir assez vite. En général, les femelles n'abandonnent pas leurs petits, donc les deux y passaient. Donc, elles restent près des arbres et les mâles vont chercher la nourriture et les femelles mangent ce qui est autour de l'arbre, donc un apport calorique moins important. Il faut savoir que les femelles des chimpanzés, c'est elles qui vont chercher la nourriture pour leurs petits, et des fois les mâles leur en rapportent un peu quand ils sont intéressés, mais globalement c'est elles qui nourrissent leurs petits, hein. La femelle chimpanzé, c'est elle qui va chercher la nourriture, hein. Donc nos ancêtres de forêt allaient chercher la nourriture parce que la forêt c'est très riche et les risques de se faire bouffer par un prédateur sont beaucoup moins importants puisque les arbres sont partout, on peut se réfugier à pleine vitesse dès qu'on entend une panthère ou un danger, donc la probabilité de finir bouffé par une panthère est très faible en forêt pour les singes, hein, pour nos ancêtres qui étaient arboricoles et de forêt, hein. En général, on meurt de chute, hein, d'empoisonnement ou de lutte entre groupes de singes, mais rarement tués par un prédateur. Voilà, une piqûre de serpent, une fracture quand on tombe, les fractures sont extrêmement fréquentes et les chutes, c'est une des premières causes de mortalité pour les singes, avec les intoxications des fois alimentaires, les piqûres, mais rarement les gros fauves en forêt. En savane, c'est une autre affaire. Donc on se retrouve avec des femelles qui sont extrêmement vulnérables, des mâles qui ont leurs mains, hein, remplies par des bâtons ou des pierres ou des bouts de bois qui peuvent lancer, donc qui deviennent extrêmement dangereux pour des fauves, hein, parce qu'ils sont en groupe et ils sont dangereux. Et les femelles, par contre, avec leurs petits, elles ne peuvent rien faire. Alors je vous ai montré, hein, voilà, là vous avez les différences pour comprendre bien que c'est une question de morphologie qui fait que les femelles sont vulnérables et ça va modifier totalement la façon de concevoir la sexualité chez les humains déjà et chez nos ancêtres dans un premier temps. Voilà. Alors vous avez ici, hein, c'est tiré de l'éveil de conscience, une chimpanzé avec son bébé sur le dos, vous voyez qu'elle peut monter, le bébé s'accroche, avant quand il est plus petit il est sous le ventre, le bébé s'accroche, hein, et il s'accroche au poil parce qu'ils en ont encore, et il est en sécurité. Quand vous êtes un australopithèque, donc vous êtes redressé, vous avez un bassin relativement large et il est impossible de porter un bébé comme les mamans, hein. Si vous avez été papa et vous avez vu la maman de vos enfants, hein, vous avez vu qu'elle porte souvent le bébé sur la hanche, hein. C'est une facilité humaine que n'avaient pas nos ancêtres australopithèques qui étaient obligés de porter les petits comme ça dans les bras, hein, sur le ventre, ce qui était particulièrement difficile. Donc les petits peuvent s'accrocher encore aux quelques poils qu'ils ont, puisque vous avez vu que même nos petits ont ce réflexe d'agrippement, hein, c'est-à-dire que vous prenez un bébé, vous l'accrochez à une petite corde, il reste agrippé. C'était un réflexe d'agrippement des petits de nos ancêtres sous les mamans, hein, pour pas qu'ils tombent. Tous les primates ont quasiment ce réflexe-là. Nous, on a perdu, mais on a encore, quand on est petit, les petits ont encore ce réflexe d'agrippement. On voit beaucoup de gens qui s'amusent à accrocher leurs petits, les voir tenir, et les petits sont contents. Ils ont cette capacité à se maintenir très fortement, même les petits de quelques mois, hein, nos enfants. Voilà, donc ça, vous voyez que là, elle peut le porter correctement. Les australopithèques, les femelles australopithèques étaient vraiment dans la merde, hein. Donc elles étaient obligées de rester près des arbres. Donc les femelles qui ont survécu, et là, c'est là où on arrive à quelque chose de très intéressant, et là je réponds à notre ami Jarod
Diamond qui se posait la question, personne ne l'a trouvé jusqu'à présent, c'est moi, ça fait partie de mes merveilleuses découvertes, de mes grandes découvertes, j'aime bien me glorifier, ça fait plaisir, hein. Si les gens ne le font pas pour vous, faites-le, hein, déjà, on commence par le dire, puis après les gens s'en aperçoivent. Alors bon, bien sûr, j'en ai fait pas mal, hein, puis je suis connu aussi, pour mes grandes découvertes. Donc, ce qui se passe, c'est que les femelles, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont commencé à échanger. Elles n'ont pas décidé, hein, mais c'est les femelles qui commençaient à échanger aux mâles qui partaient, hein, chercher de la nourriture, et les femelles qui ne s'aventuraient pas trop loin, mais qui restaient près des arbres, et qui commençaient à échanger de la nourriture, de l'attention, de l'épouillage, de la caresse, avec les autres mâles, et bien sûr de la sexualité, donc accès à leur matrice merveilleuse, hein, donc de la jouissance, qui commençaient à échanger ça aux mâles contre de la protection et de l'énergie, de la nourriture, c'est celles-là qui ont optimisé leurs chances de survivre parce qu'elles avaient plus d'énergie pour nourrir leurs petits et elles étaient moins vulnérables puisqu'elles n'allaient pas à l'extérieur. Donc il y a eu progressivement un échange sexe contre énergie qui a été extrêmement efficace pour la survie des femelles avec leurs petits à gros cerveau qu'elles ne peuvent pas porter facilement en étant bipèdes avec ce bassin large parce qu'elles continuent à grimper, hein, et elles ont continué à avoir ce haut un peu de singe et ce bas qui devient de plus en plus un bas proche des membres inférieurs, proche des humains, mais ils continuent encore à grimper encore quelques temps. Donc il y a eu ce sexe contre énergie qui est apparu et qui a fait survivre nos ancêtres australopithèques, et ça a continué extrêmement longtemps. Donc c'est intéressant de comprendre ça. Et il y a eu aussi cette perte des périodes d'oestrus, et là, je réponds à la question de Jarod Diamond. Pourquoi cette perte de période d'oestrus? Tout simplement pour pouvoir nourrir les femmes en permanence. La stratégie évolutive qui s'est mise en point d'une façon inconsciente, bien sûr, chez nos ancêtres, c'est le fait de perdre ce signal montrant qu'on est fertile tout de suite. Tu vois qu'on est fertile à un certain moment, hein, on perd ce signal, comme ça on ne sait pas quand la femelle est fertile, et les mâles qui peuvent optimiser leurs chances de transmettre leurs gènes, hein, mais ils ne pensent pas aux gènes, hein, c'est ceux qui ont optimisé ceux qui ont transmis leurs gènes, c'est ceux qui avaient l'attention des femelles et qui les nourrissaient en permanence contre la sexualité, donc qui avaient un désir sexuel permanent, hein, qu'ils étaient obligés d'échanger, hein, pour assouvir ce désir sexuel, hein, pour assouvir d'échanger leur jouissance, hein, la possibilité à l'accès aux femelles, aux femelles, par de la nourriture qu'ils allaient chercher. Donc ça stimulait les hommes, les mâles, pour aller chercher de la nourriture et la ramener aux femelles qui échangeaient sexe contre énergie, puisqu'il n'y avait plus aucun signe de période d'oestrus. Donc les mâles ne savaient pas quand les femelles étaient fertiles, donc il fallait baiser tout le temps et les nourrir en permanence, et c'est ainsi qu'il y a eu des liens qui se sont créés plus forts entre mâles et femelles, la formation de véritables couples, hein, à un certain moment, pour pouvoir favoriser la survie des petits. Donc une espèce de monogamie, c'est pas une vraie monogamie puisque les mâles dominants devaient avoir plusieurs femelles, mais on va dire qu'il y avait des liens d'amitié, d'amitié, d'intérêt qui sont nés, qui étaient sexe contre énergie, hein, jouissance contre nourriture qu'on ramène, et les femelles échangeaient de la nourriture contre l'attention et la possibilité d'accéder à leur matrice magique, hein, qui pouvait des fois faire des petits. Mais on faisait l'amour quasiment en permanence, hein, pour avoir de la nourriture. Donc cette sexualité si particulière des humains et cette perte d'oestrus est due justement à l'incapacité de nos femelles, donc des femmes, c'est pas des femmes, mais nos ancêtres, à pouvoir se nourrir elles-mêmes, hein, pas parce qu'elles sont dominées par les hommes qui les empêchent de manger, non, parce qu'il y a des fauves partout, et qu'avec des petits dans les bras, hein, à croissance lente et à grosse tête qu'il faut nourrir longtemps, hein, c'est pas possible d'aller chercher de la nourriture, ou en tout cas sur un périmètre moins large, donc moins d'énergie, et donc moins de richesse énergétique. Donc
elles sont obligées de compenser, de recevoir de la nourriture. C'est pas essentiellement de la viande, hein, c'est des os, de la moelle, hein, que les mâles rapportent après avoir bouffé les muscles avec les tendons, avec tout ce qu'il y a dessus, hein, tout ce qui reste des charognes. Des charognes fraîches parce qu'ils n'ont pas l'intestin et l'estomac assez acide, et l'intestin, ils ont un intestin encore un peu long, hein, donc ils ne peuvent pas manger de la vieille charogne parce qu'ils auraient des infections intestinales, ils crèveraient. C'est pas des chiens c'est pas des chiens, des canidés ou des félins avec des estomacs extrêmement acides pour bouffer n'importe quoi, hein, sans être malade, puisque vous voyez les chiens, ils reniflent une merde dans la rue ou une viande pourrite, la bouffe, et tout est dissous dans l'estomac, bactéries y compris. Après ils peuvent avoir accès à toute l'énergie, mais ils détruisent les bactéries pathogènes. Nos ancêtres ne pouvaient pas faire ça, puis c'était pas des vrais carnivores, hein, et c'était encore un peu des herbivores, donc avec un intestin assez long qui pouvait, en cas de problème, qui pouvait s'infecter, hein, avec des mauvaises bactéries qui allaient le détruire, qui allaient entraîner la mort, hein, qui pouvaient générer de graves problèmes si on ingérait de la viande avariée, hein, ce que les chiens et les chats peuvent faire en général, puisqu'ils ont un estomac tellement acide pour dissoudre les viandes, hein, que ça pose pas de problème. Par contre, ils ont un intestin plus court parce qu'ils n'ont pas à avoir d'usine bactérienne pour péter les fibres de collagène, je l'ai dit tout à l'heure, les fibres les fibres végétales, voilà, pour pouvoir avoir accès au sucre et aux protéines des végétaux. Voilà. Donc c'est très compréhensible et c'est très, très intéressant à savoir. Donc voilà, notre sexualité constante vient de là, et c'est pour ça qu'on peut voir, hein, entre les femmes chimpanzés, les femelles chimpanzés, hein, et les femelles humaines, hein, les femelles humaines, les femelles chimpanzées ont un gonflement des parties génitales quand elles sont en période de reproduction. Là, c'est une bonopo, on la reconnaît avec ça, et les femelles humaines, hein, elles ont on ne peut pas voir quand elles sont en période d'ovulation, hein, c'est fait exprès, hein, c'est pour pouvoir à la base être nourri en permanence. Voilà, c'est tout le temps très intéressant de le comprendre. Alors, à la différence des chimpanzés, à la différence de nos ancêtres, hein, qui, eux, les femelles, se nourrissaient leurs petits eux-mêmes, hein, donc à la différence de nos ancêtres qui nourrissaient leurs petits eux-mêmes, les femelles nourrissaient leurs petits eux-mêmes, donc c'était les vieilles guenons qui attiraient de préférence les mâles, hein. Donc les mâles étaient attirés par les milfs, hein, chez nos ancêtres, hein, par les vieilles guenons de préférence, parce que c'est elles qui nourrissent les petits, qui connaissent, qui ont appris par l'éducation qu'elles ont eue dans le groupe, hein, en regardant leur mère, leur cousine, hein, qui ont appris à trouver les bonnes plantes et à nourrir leurs petits. Alors c'est inscrit génétiquement en elles, mais aussi tout un apprentissage, toute une culture de l'alimentation, hein, et c'est les vieilles guenons qui font les meilleures mamans, et elles sont recherchées prioritairement par les mâles chimpanzés, hein. C'est intéressant de le comprendre. Donc la différence, c'est que chez les humains, la préférence est arrivée plutôt chez les jeunes femelles, on va dire chez nos ancêtres qui se faisaient, où les femelles commençaient à se faire nourrir, hein. La préférence dans l'espèce, ça a été de plutôt se reproduire avec les jeunes femelles qui avaient le plus de chances d'être fertiles, hein, puisqu'on a progressivement perdu avec le temps on a vécu plus longtemps pour éduquer des petits à croissance lente, hein. Il y a une sélection des individus qui vivaient plus longtemps aussi. Les chimpanzés vivent pas mal de temps, mais les humains vivent encore plus longtemps. Donc nos ancêtres, qui sont issus d'un ancêtre commun avec les chimpanzés, ont gagné en longévité, hein, progressivement pour devenir des humains. Et l'attirance des mâles humains va plutôt vers les jeunes femelles, hein, les jeunes femmes, que les vieilles qui souvent ont une ménopause, ce qu'on ne retrouve pas chez les chimpanzés et chez la plupart des primates, puisque les femelles sont quasiment fertiles toute leur vie, hein. Et chez les hommes, non, à un certain moment, il y a une perte de fertilité chez les femmes, pas chez les hommes, mais chez les femmes. Alors c'est visiblement une stratégie évolutive qui est faite pour faciliter justement l'aide aux femelles plus jeunes, aux femmes plus jeunes chez les hommes, hein, en groupant les
vieilles femelles, les mamies, les tatas, autour des jeunes femelles pour les aider à éduquer un petit. Donc c'est une espèce de système de collaboration qui est arrivé avec une ménopause qui est arrivée et avec une longévité plus importante de nos femmes. Donc on baise en permanence et à un moment les femmes humaines perdent leur fertilité pour pouvoir aider les plus jeunes. C'est le règne des mamies. Les mamies sont arrivées, alors que chez les chimpanzés, il n'y a pas. Mais on commence à voir arriver ça. On voit cette stratégie évolutive se mettre un peu en place, puisque là, récemment, je crois que c'est 2023, on a découvert une ménopause chez des femelles chimpanzés, et ces femelles commencent à aider les autres, donc elles sont encore en vie, elles n'ont pas une dégradation physique qui va avec cette modification hormonale, elles continuent à vivre et à aider leurs petits. Alors c'est la première fois qu'on a vu ça, donc on voit que ça peut apparaître, et qu'en fait, ce qui est apparu chez l'homme pourrait apparaître chez les chimpanzés. Si l'homme disparaissait de la Terre, on serait remplacé par les chimpanzés, comme dans la planète des singes. Donc, c'est intéressant de le comprendre. Donc, une sexualité complètement différente. Donc, les hommes attirés par les jeunes femmes et les femmes attirées par les hommes qui peuvent les nourrir, donc qui ont l'énergie et la calorie. C'est pour ça que les femmes, en général, se donnent aux hommes puissants de préférence, aux hommes ayant du pouvoir, parce qu'ils peuvent les protéger et les nourrir, parce que nous avons des petits à croissance lente, et que s'est instauré au début de notre entrée en savane, donc l'entrée de nos ancêtres en savane, il y a très longtemps bien sûr, une partition des tâches avec les hommes qui se sont mis à nourrir les femelles pour optimiser les chances de survie de ces petits primates qui étaient bipèdes et particulièrement vulnérables aux fauves quand ils étaient femelles et quand ils portaient leurs petits. Donc c'est très intéressant de comprendre ça, voilà, de comprendre pourquoi nous avons une sexualité permanente et pourquoi nous n'avons plus ces périodes d'oestrus. Alors, nous n'avons aussi plus ces périodes d'oestrus visibles au niveau de la vulve, bien sûr, puisqu'on devait la voir, nos ancêtres devaient la voir, pour la bonne raison qu'on s'est redressé aussi. Donc en se redressant, on perd la visibilité d'une vulve bien gonflée et turgescente quand il y a ovulation. Donc c'est pas bon, c'est déjà pas très bon. Et en plus, ça se voit quand il n'y a pas de période d'oestrus visible, mais ça se voit aussi dans l'attitude, les périodes d'oestrus. Qui a eu des chats, c'est que les femelles des chattes, si vous ne les faites pas stériliser, elles ont tous les mois une période où elles sont complètement excitées et vous les entendez le cul en l'air avec une cambrure du dos voulant être fécondées à ce moment-là. Alors que chez les hommes, non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas les femmes qui à un certain moment vont passer près de vous, les fesses tendues en vous regardant comme ça, ou en poussant des soupirs. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. La sexualité humaine est constante pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc c'était le règne de sexe contre énergie, sexe contre énergie, les méchantes langues, les langues de pute ou de vipère diront que c'est le règne de la prostituée ou de la pute, mais non, parce que c'est pour la vie, c'est pour transmettre la vie, et c'est pas uniquement pour s'acheter des sacs Chanel ou des chaussures, c'est quoi, Louboutin, c'est ça, ou des sacs Louis Vuitton, Louboutin, c'est ça. Non, c'est pour, à la base, pouvoir optimiser la chance de survie de nos petits, sexe contre énergie, qui a fait survivre l'humanité, et c'est pour ça que nous avons ce côté très intéressé des femmes, qui peut des fois interloquer et interpeller les jeunes garçons, en disant mais qu'est-ce que c'est des salopes, le fait de payer le restaurant aux femmes. C'est très 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 ancré dans notre humanité, dans notre génétique, puisque ça a commencé à notre entrée en savane, ça s'est popularisé à notre entrée en savane, et c'est devenu fondamental à notre survie. Alors quand on était en forêt, quand nos ancêtres étaient en forêt, c'était facultatif, ça permettait de créer des liens d'amitié, peut-être d'optimiser la chance de survie, de transmettre ces gènes de certains mâles, mais c'était pas fondamental à la survie des femelles et des petits. Voilà, petite vidéo de 34 minutes pour vous parler de la vie, c'est les fibres de cellulose
Voilà, j'avais oublié tout à l'heure. Cellulose. Bon, des fois, je suis un peu fatigué. Mais je pense qu'il était bon de vous expliquer pourquoi nous sommes ainsi, pourquoi nous avons cette sexualité si étrange, hein, cette sexualité constante que les autres primates n'ont pas, à part les bonobos, hein, mais les bonobos ont conservé des périodes d'oestrus, et quand les bonobos ont une sexualité constante, c'est une sexualité aussi entre mâles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des mimiques de copulation, et parfois des pénétrations même entre les mâles, hein, mais dans ce cas c'est dans le derrière, hein, mais pour des raisons d'apaisement du groupe, hein, c'est-à-dire qu'on se calme comme ça, mais ça n'a pas un but reproductif et il n'y a pas échange de nourriture dans ces relations bonobesques. Hein. Ce sont des relations pour calmer les individus qui vivent en groupe et pour empêcher les groupes de se dissoudre. Hein. Dans un milieu, on peut être très nombreux, où il n'y a pas trop de problèmes de lutte entre les groupes de bonobos, comme il pourrait y avoir entre les luttes d'autres chimpanzés, où c'est très très brutal. Hein. Et où ça ne se passe pas comme ça, où la sexualité n'est pas un calmant chez les autres chimpanzés. Chez les bonobos, ça solidifie le groupe, mais c'est vraiment une sexualité qui est entre tous les sexes, hein, c'est-à-dire femelle-femelle, mâle-femelle, mâle-mâle, hein, mais qui n'a pas comme but la reproduction, mais de se calmer, qui n'a pas comme but non plus l'échange de nourriture, sexe contre énergie. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous rendre plus intelligent et pour vous faire comprendre pourquoi vous payez le restaurant à vos copines. Hein. Ah oui, parce que même quand elles sont féministes, souvent, elles aiment qu'on leur paye le restaurant. Alors, peut-être pas au Canada, mais partout ailleurs, c'est de tradition. Cette tradition remonte à la nuit des temps. Hein, et c'est marrant de le comprendre. Tout est fait pour optimiser la survie. Et nos humains qui ne pensent qu'à baiser en permanence et qui ne regardent des films de cul hein, en permanence, hein, vous savez, les sites les plus regardés au monde hein, sont principalement les sites de cul. Hein, les sites porno. Hein, oui, parce qu'on a une sexualité constante qui est justement donnée par cette obligation de nourrir les femelles en permanence pour les faire survivre quand nous sommes passés en savane. Voilà pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et pour pardonner aux femmes d'être si intéressées. Bah oui, elles ont des petits à nourrir, des petits à croissance lente, donc elles ont besoin de prendre l'énergie, la calorie, hein, et vous êtes fait pour leur donner. Ça va même plus loin, hein, ça veut dire qu'il va y avoir un attachement hein, de l'homme à la femme, ou du mâle à la femelle, hein, et c'est les mâles les plus attachés aux femelles, donc ils retournent toujours vers les femelles pour les nourrir, qu'ont optimisé leur chance de transmettre leurs gènes, parce qu'ils pouvaient à ce moment-là revenir et nourrir. Il se crée aussi des liens d'attachement et un attachement du mâle à la femelle qui n'a pas lieu chez les autres espèces. Ils s'aiment, ils s'entraident, il y a bien sûr des liens affectifs, hein, mais il n'y a pas cet attachement du couple aussi marqué hein, dans les autres espèces de primates. Il y a des couples, hein, bien sûr, les attelles en ont, on en voit, hein, on en trouve, mais il n'y a pas cet échange sexe contre énergie si étrange. Il y a quelques singes de forêt qui pratiquent, justement, qui sont restés en couple très longtemps, nourris les petits, mais l'apport, c'est parce qu'ils sont deux, ils sont là, mais il n'y a pas ce danger, il n'y a pas cette perte de période d'oestrus aussi que nos femelles, nos femmes ont. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, hein, et paix sur terre, je vous aime.